Vincent Geloso est dans le cercle d'attente. En fait, c'est lui qui va nous parler en fait de tout ce qui touche la bourse. Moi, ce matin, je me suis réveillé avec un titre comme ça. On commence à craindre une récession. On a décidé d'appeler quelqu'un qui a fait son doctorat à la London School of Economics. Et puis, c'est sûr qu'il a fait aussi un petit passage au Texas Tech University. Et puis, c'est un gars qui a quand même des belles références. Bonjour Vincent, comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, très bien. Est-ce que vous avez peur, comme la presse le titrait ce matin, d'une récession? Est-ce que c'est quelque chose qui frappe à la porte? Écoutez, je vais être d'une certaine cruauté ici. J'ai rencontré plusieurs journalistes qui m'ont prédit 7 des dernières 4 récessions. Donc, j'ai toujours un certain scepticisme à l'égard de prédire des récessions. En fait, si on était capable de prédire des récessions, ceux qui auraient cette capacité-là n'en parleraient à personne. Ils iraient à la banque, feraient des emprunts et tireraient des options sur les marchés financiers pour justement se faire une fortune, s'acheter une île dans les Caraïbes, prendre leur retraite. Souvent, les gens qui parlent de ça, il y a un petit peu de frime. Okay? Donc, soyons très clairs. Donc, les devins de l'économie, on y croit pas, Vincent, là? Non. Puis je vous dirais que ce qu'on devrait regarder davantage, c'est la question de la tendance de long terme. Ça, c'est beaucoup plus important comme facteur à étudier parce qu'il va toujours avoir des chocs dans une économie. Des fois, ça va être pour des raisons de mauvaise politique publique, mais des fois, ça va être aussi des choses inattendues comme une faillite des récoltes ou une catastrophe naturelle, une guerre. Des événements inattendus ont pour effet de nous déstabiliser de la tendance de long terme. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est vraiment le Kamala Effect, comme certains le prétendent? Non, justement, c'est pour ça que je dirais que je veux pas me prononcer sur ça parce que c'est trop. Quand je parle de tendance, c'est des choses de très long terme. Un politicien dans l'immédiat n'a pas vraiment d'effet sur une tendance qui se dessine depuis plusieurs années. Donc, quand je dis que ce qui compte, c'est la tendance, si, disons, chaque année, l'économie, en moyenne, fait de la croissance de, disons, 5 % par année et qu'un événement inattendu, temporairement, on a une baisse de 1 %. Mais après ça, on va revenir vite à la tendance l'année subséquente, un peu comme ça a été avec la COVID. On a eu une grosse récession, mais l'année d'après, on était revenu exactement... on avait fait un gros on a vécu rattrapage. une effervescence par la suite. Exactement. Donc, ce qu'il faut se soucier, c'est la tendance. Parce que plus la tendance est forte, plus la croissance économique est forte, plus un petit choc va pas affecter. Donc, si, disons, c'est une petite déviation, mais une petite déviation dans une tendance de, disons, au lieu de 5 %, c'était 20 %, j'exagère pour les fins de l'illustration. Oui. Si c'est un choc un petit choc dans un 20 %, on va à peine le remarquer. Ça va être à peine un ralentissement. C'est quand même pas une baisse. Quand on a, par contre, un système avec peu de croissance, donc une tendance qui est faible, là, on est vulnérable à des chocs comme celui qui a été discuté hier, mais aussi d'autres chocs comme il y a eu quand la guerre en Ukraine a commencé, quand il y a même eu la même mention quand on oublie l'exemple de ça, mais pour vous montrer à quel point souvent il y a de la frime dans les gens qui appellent des récessions, quand le paquebot s'était coincé dans le canal de Suez. Ah non, OK, le canal de Suez. Oui, il y en a un qui s'était coincé. Oui. Le commerce international s'est arrêté pendant plusieurs jours. Ils ont dit, mon Dieu, c'est un drame, ça va causer un ralentissement. Non, pas particulièrement, mais ces petits chocs-là, si la tendance économique est pas bonne, donc le système économique a des faiblesses, qu'il est vulnérable, qu'il est fragile, des petits chocs peuvent causer des gros effets. Et c'est quoi la tendance, Vincent, présentement? Est-ce que la tendance au Canada, en Amérique du Nord, la tendance mondiale, elle est favorable ou on vit présentement des moments d'incertitude? Non, je dirais que présentement, ce qui se passe depuis à peu près 2 décennies, depuis la récession de 2007-2008, la tendance, on a un ralentissement de la croissance économique. La croissance économique, elle est faible, elle est anémique. Mondialement parlant ou... Pour tous les pays industrialisés, donc on pense tous les pays comme France, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande. Oui, exactement. Le G8+, donc toute l'OCDE, l'Europe, le Canada, plus Australie, Nouvelle-Zélande, Japon. Donc les fluctuations deviennent à ce moment-là plus marquantes du fait qu'on est en ralentissement depuis 2007.
Exactement. Donc, des chocs externes peuvent prendre plus d'importance, mais aussi générer des déviations importantes parce que le système est fragile. Mais quand on regarde, par exemple, au Canada, si on prend le revenu par personne, le PIB par personne, il n'y a aucune croissance depuis 2015. C'est Si on prend certaines... Ah, non, c'est vraiment pas le fun. 2015, élection de Trudeau. Oh. Je vous laisse dans la politique. Je suis pas un bon politicien. Je vous laisse d'établir ça. Mais il y avait un ralentissement de la croissance au Canada qui remontait bien avant ça. Mm-hmm. Je pense pas que ça a aidé, mais il y a un ralentissement qui s'est produit. Mais c'est tous les pays occidentaux qui ont ça parce que dans le dénominateur commun de tous les pays occidentaux, c'est qu'on réglemente davantage l'activité économique. Donc, une recrudescence de la surréglementation de l'économie, qui ralentit l'innovation et l'entrepreneuriat. Le résultat de ça, ça veut dire qu'on a moins de croissance. La croissance économique se stimule par l'innovation, par l'entrepreneuriat, par l'investissement. J'ai une question, Vincent, par rapport à ça. Puis je sais pas, là, je suis pas capable de te le valider. Ça brûle pour point. Est-ce que c'est parce que, puis je sais que tu n'aimes pas mélanger la politique. Est-ce que c'est parce que on a élu des gens plus à gauche? Tu sais, je pense à Joe Biden, je pense à la France. Est-ce que ça fait partie de l'équation? Peut-être pas pantoute, puis je me bourre complètement, là. Non, parce que je dirais que il faut jamais présumer que les politiciens, leur idéologie est particulièrement importante pour eux. Parce que si on essaye de prédire ce qu'ils vont faire sur la base de l'idéologie qu'ils professent en public, on va se retrouver jamais à prédire. On va moins bien prédire, en fait, qu'un lancer de pile ou face. Okay. Tout simplement parce que les politiciens, souvent, comme au Québec, on a eu des épisodes de discipline fiscale qui ont été faits par des gouvernements de gauche et des orgies de dépenses publiques qui ont été faites par des gouvernements de droite. Aux États-Unis, le plus grand épisode des dernières 30 ans d'équilibre budgétaire s'est fait sous un démocrate, Bill Clinton. L'idéologie est un mauvais prédicteur des mauvaises ou des bonnes politiques publiques. Les gouvernements sont très bien capables, gauche et droite, de faire des stupidités. Ça, c'est vraiment, je dirais que le dénominateur commun en Occident, c'est vraiment cette tendance à la réglementation, mais aussi à l'indiscipline fiscale. Parce qu'aux États-Unis, au Canada, les dettes ont augmenté massivement avec la crise de 2007-2008. Il n'y a pas eu de discipline fiscale quand les bonnes années sont revenues. Donc, on n'a pas essayé de remettre un peu d'ordre dans la maison fiscale. Et la COVID est arrivée. La dette a explosé encore plus. Et là, on se retrouve dans une situation immensément fragile parce qu'avec les niveaux de dette que les gouvernements ont, les marchés financiers sont réticents de prêter. Les taux d'intérêt peuvent se mettre à augmenter. Et si là, il y a une récession, bien, les gouvernements vont se retrouver dans une situation encore plus problématique parce que les dettes vont demeurer de la même taille, mais les ressources réelles dans l'économie vont baisser. Donc, ça va créer peut-être des crises de solvabilité et ensuite, une crise de solvabilité peut créer des réponses mal réfléchies des gouvernements qui entraînent par la suite un empirement de la situation économique. Donc, présentement, je vous dirais que c'est des mauvaises politiques publiques, tant du côté de la réglementation que du côté fiscal, qui créent la mauvaise des tendances de fond. Mais ça, à un moment donné, on va-tu regarder dans notre propre cours et se dire, hey, finalement, là, les nombreuses règles là, que l'on a mis en place pour protéger notre économie, on fait le contraire. Je pense qu'il y aura une réaction à peut-être un peu plus de lousse? Ben, il faut comprendre que les politiciens sont généralement des créatures très opportunistes. Les bénéfices des déficits et de l'indiscipline fiscale, généralement, sont immédiats. Ils peuvent gagner des élections plus facilement. Les bénéfices de la discipline fiscale sont dans 10, 15, 20, 30 ans, quand ils ne seront plus là. En fait, l'espérance de vie moyenne d'un politicien étant à peine 8 à 10 ans, les bénéfices viennent seulement à la fin de sa vie utile en politique. Donc, il n'y a aucune incitation pour les politiciens. Même si, des fois, j'en ai rencontré des politiciens, ils disent les choses que je dis, ils sont pas stupides, mais ils sont complètement self-interested, comme on dit en anglais, ils sont tout à fait conscients qu'ils gagneront jamais une élection en disant, on va faire des budgets équilibrés pour que dans 20, 30 ans, quand je serai plus là,
les gens vont être en meilleures conditions. Ouais. C'est ça le problème de la situation actuelle. Vincent, vous avez tweeté il y a quelques minutes, en fait 19 pour être exact, là, que vous auriez aimé, en fait, concernant le colistier de Mme Harris, vous auriez aimé un faucon fiscal aux États-Unis. Là, je traduis, là, mais c'est à peu près le propos que vous avez tenu. Vous auriez aimé, en fait, que quelqu'un soit nommé par Mme Harris avec des skills en économie meilleures, en fait, ou du moins plus avantageuses pour les Américains que Tim Walz. Écoutez, Écoutez, faut comparer les. Écoute, la joke qu'on peut faire à un économiste quand on lui demande comment va sa conjointe, la réponse c'est comparé à quoi. C'est la même chose ici. Mon collègue Chris Edward qui lui fait constamment ce qu'on appelle les évaluations fiscales des gouverneurs. Lui a donné une note sur la discipline fiscale au nouveau colistier de Kamala Harris, une note de F. Donc, c'est un personnage qui a une très mauvaise discipline fiscale. Le problème, c'est que M. Trump n'est pas du tout un faucon fiscal non plus. M. Trump, même dans les années pré-COVID, avait des déficits très importants, a augmenté la dette de manière très importante, a été très indiscipliné de manière fiscale, et son colistier à lui, M. J.D. Vance de l'Ohio, en fait, est un républicain qui n'est pas du tout à droite économiquement. Il est protectionniste. Il veut dépenser davantage. En fait, il dit qu'on dépense pas assez. C'est un républicain populiste d'un autre créneau. Alors, présentement, ce qu'on a, c'est 4 personnes qui dépensent, qui veulent accéder d'une manière ou d'une autre à la Maison-Blanche, qui ont tous la discipline fiscale de marins fraîchement débarqués à la taverne. Avec leur paye dans les poches. OK, bon. Fait qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles à l'horizon pour ce qui est de la discipline financière. Non, pas vraiment. Là, on fait des comparaisons. Là. Quand on regarde vraiment le Canada, est-ce que ça va un petit peu mieux ou pire comparé aux États-Unis, comparé au Japon, là, où ça a vraiment, vraiment mal été? Je dirais que présentement, le Canada, c'est un cancre à plusieurs égards parce que... C'est un quoi? Un cancre. Un cancre, OK, pardon, excusez. Oui. La discipline fiscale au Canada a vraiment pris le bord. La dette est excessivement élevée relativement au PIB. Exploser la dette. Mais c'est pas juste... Quand je dis le Canada, faut pas penser que je parle uniquement du gouvernement fédéral ici. L'indiscipline fiscale, parce que contrairement, par exemple, aux États-Unis, le gouvernement fédéral est plus gros que le gouvernement des États. Au Canada, c'est l'inverse. Les gouvernements provinciaux sont généralement plus larges que le gouvernement fédéral. Donc, l'indiscipline fiscale des gouvernements provinciaux a un effet beaucoup plus important ici qu'à l'étranger. Et ça se voit au Québec, mais aussi en Colombie-Britannique, en Ontario. En fait, aucune des provinces canadiennes, à part des provinces très petites, donc qui ne pèsent pas beaucoup, comme le Nouveau-Brunswick, se sont commis à de la discipline fiscale. Le Canada est donc très mauvais sur la discipline fiscale et l'environnement économique est très décevant. Donc, la croissance économique, comme je disais tantôt, si on regarde depuis 2015, il n'y a presque aucune augmentation du niveau de vie par personne. Donc, le PIB par personne est resté plus ou moins sans tendance. Donc, aucune amélioration, aucune détérioration. Mais c'est-à-dire, ça fait à peu près 10 ans qu'on fait du surplace. Est-ce que c'est parce que... c'est un très mauvais signe. Est-ce que c'est relié à la folie verte ou à... Entre autres, parce que je pense pas que... Entre autres, je pense que c'est plus complexe, là. Mais... et au domaine de la batterie qui devait être révolutionnaire, puis finalement, on voit qu'il y en a qui délaissent un peu. Est-ce qu'il peut y avoir un lien ou c'est somme-toute banal ce que je viens de dire? Non, je dirais que ce qui se passe présentement, puis je veux pas te critiquer parce que moi je suis quand même un économiste assez favorable à des mesures environnementales comme la taxe sur le carbone. Okay. Mais le problème, c'est que les économistes, quand on défend des choses comme la taxe sur le carbone, c'est un remplacement à des politiques publiques qui sont déjà en place. Donc, il faut remplacer des choses comme, je peux faire une liste des choses qu'on fait qui ne devraient pas être faites. On a des réglementations sur certains types de combustibles fossiles. On a des réglementations sur les types de véhicules. On a des réglementations sur la génération
le gaz naturel. On a de la réglementation sur l'énergie nucléaire. On a des réglementations sur les économies de la performance de combustible des autos. Donc, à quel point, combien ils consomment par gallon, combien de kilomètres ils font par gallon. On a des restrictions sur X, Y type de matériaux. On a l'objectif aussi en 2035 de complètement électrifier les voitures au Québec. Exactement. Mais là, ce qui se passe, c'est que le but de faire l'espèce d'énumération que je vous fais, c'est qu'on a un dédale kafkaesque de réglementation incompréhensible et de subventions étranges d'un autre côté, parce qu'on a des gouvernements qui subventionnent de l'autre main. Et on a donc une sorte de schizophrénie de politique publique qui ne peuvent s'annuler entre elles, d'une part, mais aussi ne pas générer les effets positifs qu'on veut sur l'environnement et viennent à haut coût pour la croissance économique. Ça serait beaucoup mieux si on voulait vraiment... C'est possible d'avoir ici des améliorations environnementales, garder la taxe sur le carbone, mais d'éliminer toutes ces mauvaises mesures-là. Et enlever la surréglementation. Exactement. C'est pour ça que... Ça, c'est la chose qui est oubliée, que personne ne veut mentionner. Quand on parle de la taxe sur le carbone, c'est un remplacement à toutes les autres mauvaises politiques publiques qui existent, c'est-à-dire on met un prix sur les émissions de gaz à effet de serre et on laisse les gens s'adapter via les mécanismes de marché. Plus vous mettez des barrières dans la capacité des gens d'utiliser le marché pour s'ajuster, plus vous rendez coûteux la taxe. Donc, la taxe pourrait même être plus petite si on arrêtait de réglementer. On n'aurait pas besoin d'en faire autant. Présentement, ce que je vous dirais, ce qu'il y a, c'est peut-être pas tant une folie verte qu'une folie réglementaire qui, des fois, prend juste la couleur vert, mais qui n'est pas vraiment vert, parce que souvent aussi, il faut le mentionner, il y a des groupes d'industrie qui veulent des réglementations environnementales parce que ça limite la concurrence qu'ils ont de l'étranger ou de firmes nouvelles à l'intérieur du Canada. Ça arrive fréquemment, ça, que il y a une alliance peu saine entre le réglementé et le réglementeur. Des fois, je me demandais pourquoi que tu ne devenais pas politicien. Je le comprends. C'est bien présentement. Hey, on a parlé des finances canadiennes, américaines, puis somme toute, tout ce qui se passe au travers de la planète. Mais au Québec, je voyais que Desjardins a fait une sortie, là, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, pour dire nous, au Québec, là, on voit là, les fleurs vont pousser, puis on ressent une renaissance de notre économie québécoise. T'en penses quoi? Je dirais que ça revient un peu à l'analogie de tantôt comparé à quoi? Le reste du Canada, dans son ensemble, quand on regarde le comparatif historique qu'on fait tout le temps avec le Québec, c'est face à l'Ontario. Donc, on se compare tout le temps à l'Ontario. Mais l'Ontario, c'est l'homme malade du Canada depuis 2003. C'est la province à faible croissance. Donc, on a toujours l'air meilleur maintenant relativement à l'Ontario, mais c'est parce que l'Ontario a arrêté de performer. C'est tout. Okay. Quand François Legault, en point de presse, se pète les bretelles disant « Le Québec est plus prospère que jamais. On a dépassé l'Ontario à tel niveau, tel niveau, tel niveau. » Dans le fond, on a dépassé quelqu'un qui est en phase terminale quasiment. Là. Écoutez, je fais un petit grassouillet. Si demain matin, je me mettais à nager contre Michael Phelps qui devient obèse, je pourrais probablement le dépasser. C'est ça la comparaison. Il y a beaucoup de si dans tout ça. Hein? Fait que dans le fond, on n'est pas tant bon parce que t'es pas tant bon en la nage. Non, exactement. Je suis pas particulièrement bon. C'est juste que l'exemple, la comparaison, c'est que j'ai pris ce qui était anciennement un high perform, ce qui était une province la référence en fait, économique, la référence, mais qui est maintenant devenu tellement un cancre que la bonne comparaison, c'est celle-ci. C'est vraiment l'idée que c'est pas parce qu'on devient, on peut rattraper quelqu'un qui a arrêté de s'améliorer. Et ça, c'est l'exemple ici avec l'Ontario. Wow. J'imagine que les auditeurs qui sont à la messagerie très actifs ont apprécié cette discussion-là avec Vincent Geloso, qui est évidemment là, collaborateur à la presse, collaborateur comme ça occasionnellement ici à Radio X. Merci beaucoup d'avoir pris la parole aujourd'hui, Vincent. Toujours un plaisir. Bonne fin de journée. Salut, Vincent.